Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais revenir sur l'accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2022 et qui a pour but de garantir aux artistes-interprètes une rémunération minimale issue des revenus du streaming. C'est parti! Je vais passer rapidement sur les points essentiels de cet accord parce qu'ils ont déjà beaucoup été évoqués. Cela concerne donc les artistes qui sont sous contrat avec un producteur. Ce contrat-là, le contrat d'artiste, est fondamentalement un contrat de travail, d'une part, le producteur devient l'employeur de l'artiste. C'est aussi un contrat de cession de droits, puisque l'artiste dispose de droits sur son interprétation, pas sur l'œuvre qu'il interprète, si ce n'est pas lui qui l'a écrite, mais sur sa manière de l'interpréter. Et donc, lorsque cet artiste est embauché par un producteur pour interpréter des œuvres, à ce moment-là, le producteur ne peut pas lui verser moins de 10% des sommes qu'il perçoit qui sont issues des plateformes de streaming. Ça, c'est dans le cas où le producteur est lui-même le distributeur, c'est-à-dire assure lui-même la mise à disposition des phonogrammes aux plateformes de streaming. Donc concrètement, ça concerne les majors. Dans le cas où le producteur, plutôt un producteur indépendant, passe par un distributeur qui lui est extérieur, à ce moment-là, le producteur doit reverser au minimum 13% des sommes qu'il perçoit de son distributeur, mais sans que cela ne dépasse 11% des sommes perçues par le distributeur. Et enfin, il y a un cas de figure un peu particulier, mais sur lequel il est intéressant de s'attarder un instant, c'est le cas où le producteur aurait signé un contrat de licence exclusif. Et ça, c'est une situation qui est au fond assez fréquente, surtout auprès des labels indépendants, parce que ceux-ci n'ont pas énormément de moyens financiers, donc ça veut dire qu'ils vont concentrer tout leur effort financier sur la production, toutes les étapes qui permettent d'arriver jusqu'au mixage. Mais ces producteurs-là, souvent, ensuite, n'ont pas les moyens de financer la commercialisation des phonogrammes et surtout d'en assurer la promotion, parce que c'est très coûteux. Donc dans ces cas-là, ils peuvent signer un contrat de licence avec une personne qu'on appelle l'éditeur phonographique, qui lui va se charger de la commercialisation, de l'exploitation commerciale des enregistrements. Dans ce cas-là, c'est l'éditeur phonographique qui va percevoir les sommes issues du streaming, puisque c'est lui qui va se charger de la mise en ligne, et il va reverser une commission au producteur qui, pour une utilisation numérique, est de l'ordre de 40%. Historiquement, ça varie entre 20 et 40%. Ça, c'était du temps du physique. Pour le numérique, on peut espérer que si le producteur a bien négocié son affaire, il peut quand même espérer avoir 35 ou 40%. Et alors, dans ce cas-là, le producteur, lui, perçoit l'argent de l'éditeur phonographique, et le producteur doit reverser sa part à l'artiste, et cette part-là ne peut pas être inférieure à 28% des sommes perçues par le producteur. Si on regarde ça avec des chiffres concrets, supposons qu'une plateforme de streaming verse 100 € au distributeur. Si le producteur et le distributeur sont la même personne, le producteur encaisse ses 100 €, reverse 10% à l'artiste, ça fait 10 € pour l'artiste. Si le producteur n'a pas assuré lui-même la distribution, à ce moment-là, il reverse 13% à l'artiste, sans que ça dépasse 11% de ce qu'a touché le producteur. Donc là, bon, il y a une histoire de commission, mais là encore, on tombe autour d'une dizaine d'euros, 10 ou 11. Et si le producteur a signé un contrat de licence avec l'éditeur phonographique, la plateforme de streaming paye 100 € à l'éditeur phonographique, l'éditeur phonographique reverse une quarantaine d'euros au producteur, le producteur doit reverser 28% de ces 40 € à l'artiste, et là encore, on tombe autour de 10 ou 11 €. Mais ce que l'accord apporte, c'est que dans ce cas-là, le producteur ne peut pas déduire d'abattement à l'artiste. Alors, les abattements dans le contrat d'artiste, il y en a historiquement toujours beaucoup, toujours trop, disent certains syndicats d'artistes. Le principe de l'abattement, c'est que dans le contrat, on inscrit ce qu'on appelle le taux de référence, le taux de base, donc mettons ici 10%, et dans certains cas de figure, en particulier lorsqu'il y a eu des investissements qui ont été faits en publicité, qui sont souvent importants parce que la publicité, l'espace publicitaire, ça coûte cher. Dans ces cas-là, pendant toute la période de la campagne, période qui ne peut pas dépasser 9 mois, nous dit l'accord, durant cette période, le producteur peut diminuer
souvent de 50%, la part qui est due à l'artiste. Donc si l'artiste a un taux de base de 10%, pendant la période de la campagne publicitaire, ça va tomber à 5% puisqu'il y a cet abattement de 50%. Et donc dans le cas des 28%, là bien évidemment, le producteur, ce n'est pas lui qui fait la dépense publicitaire puisque celle-là, elle fait partie de la commission que prend l'éditeur phonographique. Donc il est logique que le producteur, dans ces cas-là, ne puisse pas appliquer d'abattement sur ces 28%. Ça, c'est le principe de base numéro 1. Deuxième principe sur lequel je passe encore plus rapidement, c'est l'avance. Un producteur doit absolument donner une avance au minimum de 1 000 € à son artiste au moment où, dans les 3 mois qui suivent la mise en ligne des enregistrements, et cette somme est ramenée à 500 € pour les petites structures de production. Alors par petite structure de production, on entend des sociétés qui ont moins de 10 salariés et qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour l'instant, ça a du mal à se mettre en place parce que il y a beaucoup de petites structures chez les producteurs et même à eux, ça pose un problème, même pour 500 € par artiste. Il y a des mécanismes d'aide qui sont censés être mis en place, sauf que les organismes censés aider eux-mêmes trouvent qu'ils ne bénéficient pas des moyens nécessaires qui leur permettraient de le faire. Donc là, on a une situation qui est pour l'instant un petit peu compliquée, un petit peu ambiguë, donc on y reviendra sans doute plus tard. Maintenant que nous avons rappelé ces points principaux, on peut s'interroger, savoir si ces 10 et ces 28%, est-ce que c'est quelque chose qui effectivement va aider les artistes ou est-ce qu'au contraire ça ne risque pas de leur mettre un peu des bâtons dans les roues au moment de la négociation du contrat? Parce que 10%, 28%, ce sont des minima, c'est ce qui est précisé par l'accord, mais on peut imaginer que des producteurs seraient tentés plutôt d'interpréter ça comme des plafonds. Et dans le cadre de la négociation, de dire aux artistes, bah oui, mais regarde, on a un accord signé, t'as vu, toutes les organisations professionnelles se sont mises d'accord, c'est 10%, c'est très bien, c'était déjà comme ça avant de toute façon, donc je suis désolé, mais on ne peut pas aller plus loin. Bah, en fait, si, moi j'ai assisté un certain nombre d'artistes ces derniers temps dans la négociation de leur contrat, on peut aller jusqu'à 35% pour l'artiste sur les revenus du numérique. Parce que le numérique n'a pas toutes les contraintes qui avaient du temps du physique. 10% du temps du physique, oui, ça s'expliquait parce que le physique, il fallait fabriquer des dizaines, des centaines de milliers d'objets, donc il fallait les transporter, il fallait les stocker, ensuite il fallait des commerciaux dans toute la France, une force de vente pour aller essayer de vendre ces objets-là aux disquaires qui à leur tour le vendaient au public. Mais avec le numérique, tout ça c'est fini, donc on peut espérer plus. Ce sont des minima, il faut que ça reste des minima et que ça ne devienne pas des plafonds. En revanche, là où c'est extrêmement positif d'avoir cet accord de 10 et 28%, c'est que ça pourrait encourager une chose qui, à mon avis, ne se fait pas assez encore dans les contrats. Les auteurs de livres se sont battus pour avoir ça, et je pense que dans la musique, il faut aussi le faire, et cet accord peut nous y aider, en faisant en sorte que dans les contrats, on puisse clairement séparer tout ce qui concerne la rémunération de l'artiste provenant des ventes physiques, s'il y en a, et si on n'envisage pas de sortie physique, on le met dans le contrat, et séparer ça de tous les revenus de l'artiste issus du numérique. Parce que même dans des contrats très récents, je vois encore passer une espèce d'amalgame qui est fait et on parle du taux de base, des équivalences entre les ventes physiques et les streams, et puis à partir de là, ensuite viennent les abattements dont on parlait tout à l'heure. Sauf que du coup, on ne sait pas si les abattements s'appliquent aussi bien au physique qu'au numérique. Donc, l'intérêt qu'il y aurait dans tous les contrats, et l'intérêt pour tout le monde, pas seulement pour les artistes, mais aussi pour les producteurs, parce qu'un contrat, c'est fait pour mettre les choses le plus au clair possible, de façon à ce qu'on puisse travailler dans une certaine sérénité. Donc, séparer dans les contrats, d'un côté, tout ce qui concerne la rémunération de l'artiste en provenance des ventes physiques, et d'un autre côté, dans un autre chapitre ou sous-chapitre du contrat, tout ce qui concerne la rémunération de l'artiste venant du numérique. Ça, si cet accord parvient à encourager ce genre de pratique, là, c'est super. Deuxième point, où l'accord apporte quelque chose de tout à fait nouveau, c'est améliorer la rémunération des artistes de complément, des musiciens accompagnateurs, des requins de studio, comme on les appelait dans le temps. Le contrat qui les lie au producteur est toujours un contrat de travail d'un côté, et aussi un contrat de cession de droit, sauf que cette cession de droit était payé forfaitairement.
n'était pas proportionnel au succès de l'enregistrement. Avec cet accord, les musiciens qui ont participé à l'enregistrement vont retoucher une partie du cachet de base. Alors, le cachet de base, c'est celui qui est défini dans la convention collective de l'édition phonographique. C'est entre 900 et 1000 euros. Ça dépend à peu près du nombre de sessions qui ont été faites. Ça dépend aussi maintenant avec l'accord du nombre de minutes de musique qui ont été enregistrées. Ça risque d'être un petit peu compliqué à compter, mais l'idée, c'est qu'une fois que le morceau est parti sur les plateformes de streaming, une fois que ce morceau a dépassé 7,5 millions de streams, à ce moment-là, chacun des musiciens qui a participé à l'enregistrement va retoucher 20% du cachet de base. Et lorsqu'on passe à 15 millions de streams, c'est 25% du cachet de base, à 30 millions de streams, 30% du cachet de base, et à 50 millions de streams et par tranche de 50 millions de streams supplémentaires pendant 50 ans, à chaque fois, c'est 35% du cachet de base que chacun des musiciens va retoucher. Ça veut dire qu'ils vont être quelque part intéressés au succès de l'opération. Et afin de sécuriser un peu ce mécanisme qui est à la fois nouveau et qui a l'air un petit peu compliqué, fort heureusement, ce sont les organismes de gestion collective qui vont s'en occuper. Alors concrètement, en France, c'est la Spedidam qui s'occupe des droits des artistes interprètes non nommés, les musiciens d'accompagnement. Et donc c'est la Spedidam qui va se charger de récolter ces sommes auprès des producteurs pour ensuite les reverser aux musiciens. Et là, j'ai envie d'attirer l'attention sur une petite subtilité qui a été introduite dans le texte de cet accord et qui est que l'accord précise que cette rémunération complémentaire en fonction du nombre de streams reste due aux musiciens, même si le musicien n'a pas été salarié par le producteur, comme historiquement c'était l'usage, mais a fait une facture. Ça veut dire que pour se faire connaître auprès de la Spedidam, si vous êtes un musicien d'accompagnement, vous avez participé à des séances, avant, il fallait pouvoir absolument présenter à la Spedidam la fiche de paye que vous aviez reçue à l'occasion de ces séances, qui était la preuve que vous aviez bien participé. Eh bien, à partir de là, on peut supposer que la présentation de la facture que vous avez établie permettra aussi, et c'est important, à la Spedidam de vous identifier. Voilà, j'espère que ces quelques éléments auront pu vous apporter des éclairages complémentaires sur cet accord qui est important parce que même si le chemin est long, même si le rythme de progression est lent, malgré tout, on voit bien que ces nouvelles pratiques qui sont issues de ces bouleversements numériques sont en train d'être prises en compte et intégrées à la production musicale. Et ça, c'est une très bonne chose. Bravo pour tout, merci encore et à très bientôt.